Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le John Late Show, le dernier John Late Show de 2021. Il y a 15 jours, je vous avais promis que j'allais inviter un ou une de nos 9 ministres de la Santé pour venir nous expliquer un petit peu les raisons de cette gestion catastrophique, mais comme vous vous en doutez, je n'ai eu aucune réponse. Peut-être que l'émission n'est pas assez bien pour eux, ou peut-être qu'ils ont peur de moi. Je vous laisse décider, j'ai ma petite idée. Néanmoins, on a décidé de mettre à l'honneur la culture dans tous les sens du terme, parce qu'elle est complètement bafouée ces derniers temps, et à cet égard, j'ai l'énorme privilège de recevoir une de nos plus grandes artistes nationales et internationales, Axelle Red. Mesdames et messieurs, bienvenue au John Late Show, générique. Axelle Red, bonsoir. Bonsoir John. Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que vous auriez préféré être sur la scène du Trocadéro à Liège dans la tournée qui était prévue. On va y revenir bien entendu. On aurait dû vous recevoir dans le John Late Show dans un contexte de Noël un peu festif. On aurait parlé des cadeaux de fin d'année, de votre tournée, une tournée de Noël. On verra tout à l'heure, on ne s'est pas déplacé une tournée de Noël. Et puis il y a eu ce Codeco catastrophique il y a 15 jours. Et je me suis rappelé la phrase que vous aviez sortie lors du premier Codeco. Je supporte de moins en moins l'injustice. C'était il y a un an et demi. Est-ce que cette phrase, Axelle, n'est pas plus que jamais d'actualité aujourd'hui, cette injustice? C'est vrai, je ne l'ai jamais supportée d'ailleurs. Non, ça on sait. Je suis petite. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, ce qui était assez beau dans tout ce Covid, c'est qu'il y avait la solidarité entre tout le monde. Et ensuite, c'est le secteur de la culture qui a en fait été fermé le plus long de tous, 1 an et demi. Oui, tout à fait. Et donc, déjà l'année passée, je comptais faire un concert Noël qui a été annulé. Alors là, franchement, on s'y attendait tellement pas. Paf. Ça vous est tombé dessus, ça nous est tombé à la télé, vous avez appris ça Oui, et donc moi et tout mon secteur, et rien que moi par exemple, mon équipe, ça représente 20 personnes. On avait préparé ce show pendant plusieurs jours, les musiciens. Oui, j'imagine. On va y revenir évidemment. En deuxième partie, on reçoit Coralie, qui est directrice de Forêt Nationale. Pour eux, c'est aussi une catastrophe. Et dans la première partie, on est plus sur Axelle Red. Même on reviendra un peu sur Fabienne, on va apprendre à vous découvrir depuis votre enfance. En deuxième partie, on va quand même pas se laisser faire, on va parler de ce drame, de ces musiciens à la rue, parce que Axelle Red, c'est pas gai pour Axelle Red, mais en amont et en aval, ce sont des centaines de personnes, et en Belgique, des dizaines de milliers qui sont victimes de ça. Mais aujourd'hui, il fait vraiment immonde, même si on aime beaucoup notre pays, on en a marre du politique, on en a marre du Codeco. Si la régie pouvait nous mettre des images un peu, voilà, des images un peu paradisiaques, un peu, voilà. Là, on ne peut pas aller, mais aujourd'hui, ça nous fait un peu plaisir de se retrouver. Mais même l'hiver, en fait, peut être beau, hein, avec la neige. C'est pour ça que je faisais justement ces concerts. Évidemment. C'est beau, les sapins, tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge. Mais la magie de Noël, il n'y a rien de plus beau. Mais là, ils nous l'ont sapé. J'insiste, on y reviendra en deuxième partie, parce qu'en plus, M. Yambon fait volte-face maintenant, tout d'un coup, il veut se racheter une virginité, alors qu'on sait ce qui s'est passé, mais on y reviendra plus tard, parce qu'aujourd'hui, on est sur une île, on va prendre la machine à remonter le temps, et on va revenir à votre enfance, Axelle Red. On va découvrir une photo de famille. C'est à Celt, ça, non? Ça, c'est pas à Celt, mais la photo est sur l'écran, mais vous ne la voyez pas, et c'est une photo de famille. D'ailleurs, vous vous appelez Fabienne et pas Axelle. Vous n'avez pas les cheveux raides, d'ailleurs, à l'époque, pas du tout. Poivre-sel. Hein? Poivre-sel. Poivre-sel. Mais ce qui nous intéresse, c'est la petite fille qui rêve déjà d'être chanteuse à l'époque. Et il se dit... Je suis la petite, hein. Vous êtes la petite, hein? Oui, la petite. Oui. Vous n'avez pas les cheveux raides, hein? Donc voilà. À 6 ans, il paraît qu'à 6 ans, à l'école, on vous fait remplir un questionnaire vous demandant qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, quand vous serez grande. Et vous avez déjà à l'époque dit artiste ou diplomate. Bon, finalement, vous avez clairement fait les deux. Hein. Un artiste, certainement, comme je l'ai dit dans mon intro, une des plus grandes artistes qu'on ait jamais eu en Belgique. Mais en plus, diplomate, on reviendra plus tard dans tout ce que vous supportez comme cause. La petite fille de 6 ans, aujourd'hui, elle se dit quoi? Que je suis très heureuse parce que voilà, j'ai pu réaliser tous mes rêves. Oui. Et voilà, déjà,
je ne m'y attendais pas à pouvoir réaliser ce rêve, mais d'avoir une carrière de 30 ans, c'est quand même un grand cadeau. Dans votre métier, c'est pas courant, et il faut le dire aussi, parce qu'on va y revenir, mais vous avez réussi votre carrière, vous donnez à toutes les œuvres, et vous avez une famille unie et réussie, ce qui, dans ce métier, vous êtes d'accord, n'est pas toujours évident non plus. Alors, il paraît que donc vous avez 6 ans, vous voulez être artiste, voilà, et c'est en entendant une chanson de ABBA, on va mettre un peu d'ABBA dans les... Waterloo, c'est pas très loin de chez vous. C'est vrai que c'est ABBA qui vous a donné, ça a été le déclic, l'envie. Ça a été un peu déjà, en fait, un peu comme ma plus jeune, en fait, quand on me mettait sur une scène, je me sentais tellement bien, j'avais pas envie de la quitter. Ça, déjà, toute petite, j'avais. Et puis j'aimais bien chanter et bon, on remarque à un moment donné que les gens aiment bien écouter ta voix. Mais quand j'ai vu ABBA oui. gagner l'Eurovision, je me suis dit, moi, je veux être ABBA. Donc, voilà. Votre voix un peu exceptionnelle, vous l'avez beaucoup travaillée ou bien il y a vraiment un don à la base? Je pense que chanter juste, ça a à voir avec l'oreille, c'est héréditaire. Ma tante, elle est soprane. Oui, tout à fait. Et après, en fait, c'est en écoutant beaucoup de différents styles de musique. En fait, ma maman avait une énorme collection de disques. D'ailleurs, elle faisait des cassettes pour les discothèques. À l'époque, c'était même encore les bandes. Et donc, on écoutait du Elvis Presley, Dean Martin, tout ce qui est soul, Stevie Wonder, Aretha Franklin. Oui, d'accord. Bon, moi, par exemple, j'écoute de la musique tous les jours et chaque fois que je chante dans un karaoké, on me coupe le micro. Accessoirement. Non, mais je copiais. En fait, j'imitais toutes ces voix. Voilà. J'imitais toutes ces voix et forcément, plus de styles tu écoutes, plus de styles t'imites, du coup, tu as un Mais vous êtes donc né dans un environnement musical par votre tante, votre maman et tout ça, mais votre papa, il était avocat, pas très musical. Politique. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Votre papa est avocat, il fait de la politique dans la région d'Asselt. Quand il voit sa petite Fabienne qui, tout d'un coup, veut devenir artiste, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, ma chérie, c'est très gentil, mais c'est le samedi et le dimanche, mais tu vas étudier, ou bien fais ce que tu veux, ma chérie. Il m'a dit, vas-y, parce qu'il était persuadé que ça allait me passer. Oui, ben voilà. Les pères qui nous écoutent se reconnaîtront là-dedans. Mais un jour, il a dit quand même, mais... Il y en a tellement, pourquoi ce serait toi qui réussit? Et moi, j'ai dit, pourquoi ce serait pas moi? Pourquoi ce serait pas moi? Et d'ailleurs, il a rendu un bel hommage à votre maman parce qu'il a dit à un moment, Fabi n'a pas reçu son talent de moi, mais de sa maman. C'est vrai que c'est quand même un peu... Je pense que le côté, comment dire, cette fibre artistique. Cette fibre artistique, ça vient de maman. Je faisais de la danse depuis que j'avais 3 ans et tout ça. Mais moi, maman n'aurait jamais aimé être sur une scène. Non. Mon papa, c'était quand même c'était un avocat et je veux dire, il adorait plaidoyer. Il était bien pour faire des speeches. D'ailleurs, il stressait toujours sur scène, pas quand je chantais, mais quand je parlais, parce qu'il parlait tellement bien lui que... C'est amusant, mais parce que ce que vous devez savoir, chers téléspectateurs, c'est que Axel Red, c'est une bête de scène. Elle écrit ses textes, elle joue les musiques, elle chante extrêmement bien. C'est rare les artistes complets, si on veut dire. Johnny Hallyday, avec tout le respect que j'ai pour Johnny, c'est une voix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des compositeurs, il y a des voix, vous avez tout en fait. Mais on va y revenir encore un peu plus tard dans l'émission, parce que la machine à voyager le temps, tout le monde connaît 1993 sensualité, mais il y a 1983. Vous avez 12 ou 13 ans. Little Girls, sous le nom de Fabi, en 1983. Et je précise que ce morceau est quand même rentré dans le top 50. 30. Top 30, excusez-moi. À la 29e place. 29e place. Vous avez 14 ans, je ne sais pas. Et vous faites... Comment s'est passé ce morceau? Qui a écrit ça? D'où c'est sorti? Moi, je demandais toujours partout où je pouvais de monter sur une scène. Dès qu'il y avait une scène, je montais. Et un soir, c'était le bal de mon papa parce qu'il était dans la politique communale. Ouais. Et j'ai demandé si je pouvais chanter. Il y avait un orchestre. Et il y avait un chanteur flamand qui m'a vu chanter. Il m'a proposé de faire un disque. Mon papa a financé le single parce qu'à l'époque, c'était des
45 tours, c'était inimaginable qu'on fasse tout de suite un album. Bien entendu, oui. Et en fait, voilà, à l'époque, on comparait beaucoup ma voix à celle de Brenda Lee. Je sais pas si tu Oui, je vois, oui, tout à fait. Et donc, en fait, la chanson, elle est un peu dans ce style-là. Dans ce style-là. Et... C'est amusant. 14 ans, un top 30, ça a rapporté déjà un peu d'argent, comme des droits à gérer. J'ai quand même gardé beaucoup de disques dans ma cave, mais on en a vendu quand même. C'est amusant, au moins c'est franc. Mais bon, et finalement, on va arriver à Sensualité un peu dans quelques instants, en 1993, mais entre-temps... Mais entre-temps, il y a quand même des choses importantes, parce que, par exemple, Mick Ronson, c'était le guitariste de David Bowie, auteur de Lou Reed. Il avait reçu une maquette par mon éditeur, et il y avait cette chanson dessus, et d'autres maquettes que j'avais enregistrées. Il a entendu ça, il est venu dans ma ville, à Hasselt, dans ma maison, pour travailler avec moi. Il avait juste travaillé avec Ellen Foley, et donc il avait envie de travailler avec une nouvelle chanteuse. Et on a passé du temps ensemble et tout ça. Il est mort. Je sais. Il est mort parce qu'il avait le cancer, donc on n'a jamais pu aboutir cette collaboration. Il a fait 2 albums, et je les ai, dont un album live exceptionnel, parce que nous, Axel et moi, on aime la vraie musique. D'ailleurs, vous verrez un peu plus tard, LN24, ils sont jeunes, ils sont talentueux, mais vous allez voir, ils ne savent pas très bien qui sont Dave Stewart et tous ces gens avec qui vous avez travaillé, parce que Axel Red, elle a travaillé avec le monde entier et les plus grandes pointures, comme le guitariste des Blues Brothers, etc., etc. Mais je m'éloigne de mon sujet, puisque je suis censé parler quand même brièvement. Vous avez fait des études de droit, quand même. Avant d'arriver à 1993, vous avez quand même étudié le droit. Papa était content. Il était content, mais il a eu faux espoir, en fait. Oui, parce qu'il a compris qu'en fait... Ouais. En fait, j'ai travaillé dans son cabinet pendant 1 mois. 1 mois? 1 mois, et le single passait tout le temps à la radio, c'était Sensualité. Et là, il a compris. Il a compris que j'allais pas choisir. Ça. Vous avez terminé, vous avez enregistré, vous êtes rentré chez papa. La maison disque a été assez cool, parce qu'on avait enregistré... J'avais déjà eu les chansons comme Kennedy Boulevard, il y avait eu Dans ce seul. Mais j'avais enregistré tout l'album, et la maison disque a dit, écoute, on va attendre que tu passes tes derniers examens, et on sortira l'album juste après. Et mon papa, au mois de septembre, donc j'étais dans le cabinet, mais bon, après 1 mois, j'ai dit ça va pas aller. Mais au moins, vous êtes diplômé en droit. C'est là que vous avez rencontré votre mari aussi. Oui. Voilà, c'est une belle histoire quand même. C'est une très belle Je sais histoire. que vous n'êtes allé pas à votre vie privée, jamais. Non, mais c'est une belle histoire, parce que ça fait... c'est vrai qu'on partage tout, on a construit toute cette carrière ensemble. Oui, c'est plutôt réussi. On va écouter quand même un morceau de Sensualité, parce que voilà, on peut pas ne pas écouter un extrait de Sensualité. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aime. Alors c'est 1900, bon c'est toujours quand même gay, voilà, c'est 2005 YouTube, 1993 Sensualité. Malgré ça, vous êtes à 18 millions de vues sur YouTube, et surtout, cette chanson est streamée 10 millions de fois par an. C'est quand même complètement incroyable. Après 30 ans, cette chanson est streamée 10 millions de fois par an. Et elle est reprise. Beaucoup de vos chansons sont reprises. Et vous êtes repris par toute cette nouvelle génération. Par Vianney, par Clara Luciani, par Joker, du rap. Enfin, c'est à l'infini. On n'a pas le temps. Le John Late Show, ça ne dure pas 10 heures. Donc voilà, ça vous fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, j'ai toujours rêvé, à un moment donné, de faire un standard, ou quelques standards. Et quand les gens reprennent, vous en avez quelques-uns. Même, on a reçu des images de Tahiti. Alors, on va les écouter, parce que ce sont des images amateurs, mais à Tahiti, dans un hôtel, on écoute du Axel Red. Enfin, Axel Red, personne ne le sait, mais on le joue jusque-là. On va voir les images dans 30 secondes. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a écrit cette chanson et que 30 ans après, dans un hôtel à Tahiti, l'orchestre joue ça. Je sais qu'on vous l'a envoyé. Moi, je trouve ça vraiment génial. Vous êtes un peu la marraine aujourd'hui de toute cette génération, parce que des Clara Luciani et des Vianney jouent en duo avec vous, reprennent vos chansons. Vous vous considérez un peu comme la marraine du métier maintenant ?
Je n'ai pas dit le taulier comme Johnny, hein, je veux dire, mais bon, quand même. Non, mais c'est... Je ne sais pas comment je dois appeler ça, mais ça fait juste plaisir que je me dis que apparemment j'ai inspiré une génération qui vient derrière moi. Oui, et c'est pas fini, parce que vous êtes en pleine forme. Je rappelle que vous êtes censé être en tournée. Je ne suis pas morte encore. Voilà, vous êtes loin d'être morte, heureusement, c'est ça que je voulais dire. Non, mais je veux dire, voilà, il y a une jeune génération, je sais ce que c'est, on a plus ou moins le même âge. Donc, ici, à l'aide-24, je suis un des plus vieux, d'ailleurs. Et certainement, je crois, le plus vieux sur antenne, ça c'est sûr. Non, mais c'est chouette de pouvoir, en même temps c'est chouette de pouvoir faire des nouveaux répertoires et des nouvelles chansons et se réinventer. Mais en même temps, effectivement, après 30 ans, on peut pas ignorer qu'il y a une génération qui suit. Alors, ce serait triste d'être ignoré par cette génération. Vous imaginez, et vous avez la chance de ne pas l'être, excusez-moi, mais il y a beaucoup de gens dans votre métier qui sont ignorés après 10 ans de carrière. Après 30 ans, vous êtes encore vénérés. D'ailleurs, si vous deviez constituer votre famille musicale, puisque vous avez la chance d'avoir une famille, une vraie famille fiable et solide, la famille, vous avez joué avec tellement de gens. Vous êtes fan d'Aznavour, vous avez joué avec Renaud, Icare, Julien Clerc, Youssou N'Dour, Marc Lavoine. Clara Luciani vous a repris. C'est bien préparé, hein. Oui, mais on travaille un peu au John Late Show. Hein, mais bon, c'est pour ça que Dave Stewart, Isaac Hayes, Steve Cropper, Roger Hawkins, vous avez joué avec le monde entier, les plus grands musiciens et tout. C'est qui votre père spirituel dans la musique? Mon père spirituel. Enfin, celui qui vous inspire. Mais je pense que c'est quelqu'un comme Carole King, par exemple. Elle a écrit You've Got a Friend, Natural Woman pour Aretha Franklin. Pour moi, c'est une des plus grandes compositrices. D'ailleurs, j'adore aussi quand elle interprète elle-même. Bill Withers. J'adore comment il compose, j'adore l'artiste, j'adore le personnage, je me retrouve beaucoup dans son caractère. On retrouve tout ça dans vos musiques. Je vous invite à écouter un album d'Axel Red, quel qu'il soit, de A à Z. Mais j'aime beaucoup aussi, par exemple, les paroles de Gérard Moncey. C'est une très très grande source d'inspiration au niveau des paroles. Vous êtes très attaché à la poésie, au texte, vous écrivez. Oui, j'essaie vraiment à chaque fois de me dire, tiens, si je fais un album, je préfère attendre un ou 2 ans, mais il faut que je sois prête parce que je veux me oui, je sais. Perfectionniste, il faut que ça aille très loin. Vous auriez refusé de chanter Boys, Boys, Boys de Sabrina, par exemple, on est bien d'accord. C'est moins poétique que ce que vous chantez. Malheureusement, le temps presse et on doit aborder encore beaucoup de sujets. Et je voudrais aborder le sujet, c'est vos engagements, évidemment. Vos engagements auprès d'UNICEF, auprès de Handicap International. Vous êtes engagé pour le droit des femmes, pour les réfugiés, vous êtes sensible à la souffrance animale. Enfin, vous êtes sur tous les fronts au niveau de votre engagement personnel. Je suis très orange, là, par contre. Là, vous êtes très orange, mais ce n'est pas ma faute sur la photo. Mais à la rigueur, là, on s'en fiche un peu de la couleur des cheveux. Là, c'est vraiment, Axel, vos engagements pour UNICEF et pour tout ça. Si vous aviez maintenant une chose, vous avez 1 minute pour sensibiliser nos téléspectateurs. Mais en fait, j'ai jamais supporté l'injustice quand j'étais petite. Et quand j'ai pu réaliser mon rêve d'enfance, je me suis dit, il faut que je rende. Je veux dire, j'aimerais qu'un jour, effectivement, il n'y ait plus de discrimination. Voilà, que ce soit les animaux, que ce soit aujourd'hui, apparemment, c'est la culture. La discrimination des femmes, de l'âge, par exemple. J'aimerais gommer un jour, j'aimerais que petit à petit, on gomme tout ça. Oui, et c'est loin d'être gagné. Et chaque cause se vaut, en fait. Oui, voilà, vous croyez un peu au monde des bisounours, quand même. Mais moi, je crois dans une société. Si on change l'éducation, j'ai dit ça pendant très très longtemps à Yann Jambon. Ah, Yann Yambon, oui. En fait, il faut qu'on change l'éducation, il faut qu'on inspire les enfants et qu'on inspire en fait tous les âges pour qu'on devienne plus créatif, plus empathique, qu'on pense plus out of the box et que chacun se dit, tiens, moi j'ai envie d'être peut-être pompier. Et évidemment, il faut les pousser à le faire. Il faut les pousser à le faire. Et si on a plus de respect pour ces pompiers, en fait, tout le monde pourra exercer le métier de ses rêves.
Et il le ferait à moitié pour soi-même et à moitié pour les autres, pour la société. Et on aurait une société beaucoup plus solidaire et juste. Et on est tellement d'accord, Axel, vous et moi, plutôt que de libérer du budget pour le chômage, libérons du budget pour la formation, pour que nos jeunes soient heureux, formés, et il y aura moins de chômage. C'est la fin de la première partie. Je voulais quand même, on avait préparé plein d'extraits de vos chansons, parce que j'expliquais qu'un album d'Axel Red, il s'écoute de la première à la dernière chanson. C'est pas courant, tous les albums sont excellents, on connaît tous les tubes, mais il y a plein de chansons incroyables. Moi, j'avais voulu qu'on passe, mais on n'aura pas le temps, Mon Café, parce que ça me rappelle vraiment des souvenirs incroyables, et j'adore cette chanson, mais malheureusement, c'est la fin de la première partie, et on se retrouve dans quelques instants après la pub. Bonsoir, vous êtes toujours dans le John Late Show. Je suis toujours en compagnie d'Axel Red et nous a rejoint maintenant Coralie Béral, la directrice de Forêt Nationale. Bonsoir. Vous allez bien? Enfin, vous n'allez pas bien, mais... On dit ça va parce que ça fait facile. Voilà, c'est facile. Axel Red, Forêt On Nationale. est complètement déprimés. Oui, en fait. Oui, mais je vous promets qu'on va boire des verres après l'émission, c'est promis. Axel, Forêt Nationale, c'est quand même... Ça vous parle, vous avez J'adore cette salle. Vous aimez cette salle? Oui. J'y étais et je vais encore probablement y être dans le futur. D'ailleurs, chers téléspectateurs, Forêt Nationale, C'est une salle mythique. Voilà, c'est la Belgique, Forêt Nationale. Les artistes sont très proches de leur public aussi. Hein, donc, c'est vrai elle est mythique. Et d'ailleurs, chers amis, puisque à 23h, vous devez rentrer chez vous à cause de M. Van den Broek, comme ça on casse bien l'oreca en plus après la culture, passez un bon moment avec le John Late Show et rappelez-vous votre premier concert à Forêt Nationale. Moi, c'était Mylène Farmer, je pense, de avoir 14 ans. Moi, c'était Stevie Wonder. Stevie Wonder, Coralie, premier concert à Forêt Nationale. Claude François. Claude François? Bah oui, j'ai toujours voulu être Claudette. Donc, j'étais Claudette, moi, une fois, en vacances. Mais nous, on faisait pendant les communions avec les cousins et tout ça. Eh bien voilà, Claude François, Stevie Wonder. Bon, mais voilà, assez ringard, je n'ai pas l'habitude avec Mylène Farmer, mais ce n'est pas grave. Axel Red... Mais tu restes dans le rouge, ça va. Je reste dans le rouge. Oui, c'est pas mal, hein, je suis resté... Voilà, donc Forêt Nationale, salle mythique, on va y revenir, qui est évidemment malheureusement fermée. Axel, ce soir, vous devez être sur scène. On va se faire plaisir, parce que vous êtes une bête de scène. On va regarder un petit extrait de votre concert de cet été à Middelkerk. Vous avez joué avec un orchestre symphonique. On a l'impression que c'était il y a très longtemps. En fait, c'était il n'y a pas longtemps. C'était aussi avec ton équipe, hein? Oui, tout à fait. Donc, parce que Forêt Nationale fait partie de l'équipe du Sport Palace Group et on avait fait une pop-up arena en été parce qu'on n'en pouvait plus d'attendre, en fait, dans nos salles. On va pas un petit extrait du concert pour se mettre dans l'ambiance. J'ai toujours gardé l'espoir. Aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, le monde qui est venu. Je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me voit. Pour moi qui aurais tant aimé, ils sont paralysés. J'ai traversé la terre entière. Écoute ma prière. Axel Red, je ne vais pas vous poser la bête question si ça vous manque. C'est horrible, on a presque envie de pleurer, mais bon, voilà, ça donne un peu de joie. Ce soir, vous étiez, je l'ai déjà dit 3 fois, vous étiez censé être sur la scène. Là aussi, déjà, c'était assez particulier parce qu'on avait aussi été fermé pendant 1 an et demi. Et ce concert, c'était une très, très belle initiative de justement les Yann du Sport Palace. Oui. Et on a répété, on n'avait pas de concert avant et c'était filmé, c'était avec tout l'orchestre symphonique. Donc j'ai dû faire du yoga pendant 2 heures pour me calmer parce que normalement tu es rodé. Bien entendu, et là ce n'est pas le cas et néanmoins les gens devaient rester assis. Ouais. Donc c'est quand même pas la même chose, mais on était quand même très contents de pouvoir le faire finalement. Oui, les Yann du Sport Palace, c'est qui les Yann du Sport Palace? Il y a Yann Van Esbroek qui est le CEO et qui s'occupe plus des salles et de l'opérationnel, je dirais. Puis Yann Vreek qui est plus le production man et qui fait aussi le Night of the Proms. Et voilà, Night of the Proms, d'ailleurs, je devais les faire, annuler aussi. Annuler aussi. La scène belge en musique est quand même pour un petit pays comme l'autre très impressionnante. Mais tu vois, sur scène, on est nombreux sur scène. Et, oui, ça, on va y arriver, Axel, évidemment. On va arriver à ça, évidemment, au drame. Donc, ce soir, vous n'êtes pas au Trocadéro. Et contrairement à d'autres artistes, parce que vous allez chanter cette chanson-là, encore un petit extrait pour quand même expliquer la tournée qui était prête
maintenant la tournée de Noël. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Alors, cette tournée de Noël, ben, on ne peut pas reporter de 2 mois une tournée de Noël. Donc, Ben non, qu'est-ce c'est au mois que de c'est juin, c'est pas annulé, terrible. annulé. Ben, on la reporte jusqu'à l'année prochaine. Il y a par exemple déjà, on a pris des salles oui. de Vous avez jour. déjà réservé les salles pour Les l'année salles, oui, prochaine. on fait le Cirque Royal, pardon, le 17 décembre et tout ça. Non, allez-y, parce que Coralie, Mais j'allais entre nous... dire, mais c'est Non, comme ça, c'est essentiel de bien comprendre ça. C'est ça qu'on fait en fait. On planifie 6 mois, 1 an à Oui, bien entendu. l'avance. Ouais. Mais- Et puis, c'est déjà pas facile non plus de trouver des salles. Non, bien entendu, il n'y a Par pas... exemple, en sortant du Covid, tout le monde voulait les salles parce que tout le monde était prêt et puis il y avait Ouais, mais il y a carrément un pas de embouteillage salles en disponibles. 2022. Donc, madame, hein, parce que on l'émission calme, est assez short, on va aller droit au but. Combien de personnes sont impactées? On va prendre rien que pour vous, Axel, comme ça on peut s'imaginer après à l'échelle nationale le drame que c'est. Combien de musiciens, combien de techniciens, combien de personnes travaillent Pour sur cette une... tournée, c'est pas immense, mais c'est quand même une vingtaine de personnes. Mais c'est gigantesque, c'est une PME de 25 personnes. Ouais, des gens C'est qui, gigantesque. qui ont tout préparé et qui ont déjà travaillé des heures. Ben oui, bien, et qui misaient là-dessus qui misent dessus. pour leur famille, pour vivre, pour manger. Et ce qui est surtout moche, c'est que, en fait, ils prétendent qu'ils ne ferment pas le secteur parce qu'ils disent qu'on peut jusqu'à 200 personnes Oui, ça- jouer. Mais ce n'est pas possible parce que la Ce n'est pas production n'a pas rentable. été. C'est pas Non, c'est rentable. pas rentable. Et donc, du coup, ils n'ont même pas droit au chômage. Non, parce Donc, que y a leur pas secteur de- n'est soi-disant pas en lockdown. Ouais. Coralie, c'est combien de personnes, Forêt Nationale, Sport Palais, tout le groupe que vous Ben, représentez? le groupe, ça va faire à peu près 80 personnes, mais en fait, si on prend juste Forêt Nationale, un soir où Axel Red Oui, oui. se met sur scène, eh bien, on a 200 personnes, 200 collaborateurs qui sont des indépendants, des Oui, oui, le intermittents. merchandising, le Il y food, a- le beverage, Voilà, il y a le tous parking, les crews, les stagehands, les ingénieurs son et lumière, etc. Ce sont tous des gens qui n'ont pas pu travailler et Forêt Nationale est restée fermée pendant 567 jours. 500, Vous imaginez, retenez ce chiffre, 567 Forêt Nationale, Sport Palais, toutes les salles d'ailleurs fermées, 567 jours. Il est tard, on peut utiliser parfois un vocabulaire un peu moins C'est vrai qu'il y a châtié. Vous a fait un coup de pute au Codeco. Ah, mais c'est insupportable, en fait, ce qui Oui, s'est passé. mais- ouais. Axel, Moi, ce allez-y. que je trouve vilain, c'est que les gens, j'ai des amis en fait qui m'appellent et ils disent mais tu pourras pas jouer pour 2 personnes parce qu'ils comprennent pas. Donc les gens ne comprennent pas. Même les fans, on doit vraiment expliquer pourquoi on peut pas faire ce concert. Donc parce qu'ils ont été mal informés. C'est ça que je trouve. Est-ce que vous croyez vraiment, moche. mesdames, sincèrement, sans langue de bois, que donc on a fermé toutes ces salles pour faire plaisir à Bart de Wever qui ne voulait pas fermer tout seul à Saint-Nicolas? Toute la presse l'a dit, donc c'est plus un scoop. Et d'ailleurs, on voit que Yann Yambon fait volte-face aujourd'hui. Oui. Oui. C'est très frustrant, mais bon. Donc la NVA dirige ce faisons- pays. Ils ne sont pas au faisons-le. gouvernement, mais ils prennent les décisions. Je pense qu'en fait, ça fait un an et demi que le secteur n'arrête pas de prouver que qu'on n'est pas un endroit où on peut se Mais il y a faire contaminer. une étude, excuse-moi, il y a Oui. une étude. Vous avez une étude une étude là-dessus. de Jacques Pasteur en France, Ouais. une étude officielle, et elle montre que 70% d'augmentation de contamination dans les avions, dans les bars, 340 les fêtes privées et les discothèques, 0 dans Mais les salles de théâtre. L'étude récente de Zéro. Cienzano aussi, Zéro dans le salles. top 6, on n'était pas dedans. Et alors, je vais encore faire plus fort. Oui, le mais Sport alors Palace Group a fait une enquête Oui. sur les 250 000 personnes à qui on a pu faire du bien depuis le mois de septembre. Oui, quand même, on a il y en pu a quand divertir, même, C'est oui. quand même notre rôle essentiel. Et bien là, on leur a posé des questions sur le fait s'ils ont contracté le Covid suite aux spectacles auxquels ils sont venus assister au Sport Palace ou dans nos salles à Forêt Nationale, que 2% est devenu malade la semaine d'après. En fait, non, ils sont devenus moins Elles sont en forme, ça nos soigne, deux, là. ça soigne la santé. Ça fait du bien. On soigne la santé. Mais Voilà. en plus, on a aidé aussi beaucoup la vaccination et le testing, puisqu'on Non, avait mais on est quand bien même d'accord, chaque tout fois ça, c'est comme l'ORECA, mais l'ORECA a été préservé
Pourquoi? Parce que ça représente, à mon avis, encore plus de monde que votre secteur. Mais la conclusion, c'est que nos dirigeants sont soit très très mal dirigés, ou sont soit très très mauvais, ou les deux à la fois. Moi, j'ai une proposition. Proposition d'Accélérate, on vous écoute. Deux propositions. Deux propositions. Soit j'invite les 5000 personnes qui devaient venir au concert et je les mets dans les avions pour aller en France pour jouer dans une salle. Oui. C'est pas bien pour plein de raisons. Ou bien les ministres de la Culture, on en a plusieurs en Belgique, parce qu'il y en a quand même beaucoup de ministres. Voilà. C'est une belle ribambelle. Comme ils n'ont pas défendu notre secteur depuis bien un petit bout de temps, moi je propose qu'ils offrent leur salaire à tous ces gens qui sont derrière les coulisses Vous savez, Coralie, je pense que la solution aurait déjà été trouvée si en fait, voilà, c'est parce qu'effectivement, les gens dont je parlais là tantôt, ils n'ont plus eu de salaire depuis mars 2020. Oui, alors que les 561 conseillers échevins de la culture en Belgique, qui n'ont finalement forcément rien fait, n'ont pas changé un iota de leurs émoluments. Mesdames, on ne va pas s'énerver avec ça, sinon on va passer un mauvais vendredi soir. On va passer juste un petit 3 secondes de forêt nationale fermée pour que vous compreniez bien que le secteur est fermé. Ce que les politiciens vous disent, c'est du pur mensonge. Ils ont trouvé une parade pour ne pas payer de droits et de droits passerelles et d'aide à ce secteur qui est à l'agonie et qui représente quand même des dizaines, si pas des centaines de milliers de personnes en Belgique, en amont et en aval. Mesdames, on est de tout cœur avec vous. Il est temps, parce que l'heure file, c'est la force du John Late Show, hein, c'est que parfois on voudrait que ça dure plus longtemps, mais après les gens ont un petit goût de trop peu. C'est le moment d'accueillir notre chroniqueur maison, parce que voilà, Igor est un ami et un excellent chroniqueur. C'est sa 4e chronique. Bonsoir Igor. 4e et dernière de l'année. Et la dernière de l'année et peut-être la dernière tout court. Mais oui, tout va un peu dépendre de celle-ci, hein, si vous rigolez, voilà. Si vous êtes supportif sur le... J'aime beaucoup nos invités, Igor. Oui. Donc s'il y en a un qui doit passer à la trappe, ce sera vous. Hein. Mesdames, on laisse Igor s'exprimer. Bonsoir. Bonsoir. Donc mon rôle ici, c'est de faire une petite enquête. C'est ce qu'on me demande. Je peux me permettre de préciser, parce qu'apparemment, le retour des auditeurs, c'est que j'ai un peu plus la tête du tenancier d'un bar de banc solaire que celui d'un vieux commissaire. Je vous le confirme. Et voilà, on a un peu forcé aujourd'hui, du coup, pour que la blague puisse rebondir. Et d'ailleurs, dans ma dernière chronique, on avait Benny B il y a 15 jours, je me suis pris un mini-vent quand même en essayant de découvrir l'origine de son surnom. Il m'a contredit sur scène, mais donc je vais essayer d'être un peu plus modeste et efficace aujourd'hui. Bon, votre vrai nom, ce n'est donc pas Accélérate, ça je dévoile pas en grand secret, mais bien Fabienne Demal. Je me permets de le dire parce que j'ai trouvé sur Wikipédia, donc je ne disclose pas non plus quelque chose. On m'appelait Fabi carrément. Ah ben Fabi. Voilà, j'allais dire, évidemment, Fab. c'était votre premier nom de scène. C'était votre premier nom de scène. Et là, le rapport, bon, on l'aura tous compris, j'espère. Ceux qui n'ont pas compris, je crois on ne peut rien pour eux. Donc Fabienne, Fabi. Ça, c'était avant de choisir Accélérate. Après, Accélérate, Red, on a compris. Évident, la coiffure, mais pas que. Je ne suis pas très raide. Hein. Moi, je suis daltonien, donc continuez, Igor, continuez. Sur la bande, ce qu'on a vu, ça fait également référence à un caractère ardent et battant. On ne se connaît pas encore pour le savoir, mais apparemment, ça a l'air de coller au caractère. Et donc, le Red, on l'a identifié. Le Axel, ça vient de... En fait, mon voisin, il s'appelait Axel. Et alors... j'aimais pas mon nom, alors j'ai volé son nom. Pas mal. C'est pas vrai. Ouais. Axel, ah ben voilà. Voisin, impeccable. Ça, c'est pas du petit scoop quand même. Mais il y en aura d'autres. C'est pas très... Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Igor. On avance. On n'a plus beaucoup de temps. Second sujet d'enquête, c'est de savoir pourquoi vous avez opté pour la chanson. Parce qu'apparemment, les choses à 18 ans, pour vous, n'étaient pas aussi claires. Parce que là, énorme scoop. Vous, comme moi, nous avons fait les mêmes études, des études de droit. Nous avons tous les deux été avocats, nous avons tous les deux décidé d'arrêter d'être avocats. La comparaison au niveau de nos carrières s'arrête là, parce que vous êtes quand même aujourd'hui invité en tant que star mondiale, et moi en tant que petit enquêteur sur LN24 qui réalise une chronique de 2 minutes. Il n'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard. Mais d'ailleurs, je commence, c'est mon highlight. Ce sera grâce à moi, Igor, si vous êtes célèbre. Un père, donc avocat, une mère mélomane, un choix non pas cornélien, mais oedipien. Il a fallu choisir sa voix. Je ne sais pas, choisir votre voix, pour vraiment savoir, sans vexer aucun de vos parents. Et dès lors, vous avez décidé de faire le droit et de travailler un tout petit peu dans le cabinet de votre père, avant de vous lancer, enfin même si vous chantiez déjà avant, de faire votre premier disque à 25 ans. Bye bye, le droit à vous
la gloire, mais surtout grâce au travail. Vous êtes donc né à Hasselt, vous êtes une des rares à vraiment avoir dépassé le stade du BV Lambda, BV pour vraiment les néophytes qui nous regardent, Bekende Vlaming, et vous n'êtes pas uniquement wereldberoemd in Vlaanderen, mais simplement wereldberoemd. Félicitations. Votre langue maternelle, c'est donc bien le néerlandais, mais vous avez choisi de chanter en français et en anglais, un peu en espagnol aussi, j'ai vu. À mon avis, c'est peut-être une trace d'Erasmus ou je ne sais pas d'où vient la langue, mais néanmoins, c'est ça la Belgique et bravo, merci pour ça. On retrouve votre caractère engagé également dans vos nombreuses missions dont John faisait allusion en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF. Vous faites un travail remarquable dans le travail de la défense des enfants. Donc à la question de savoir qui est mon idole, moi je dirais sans hésiter que c'est vous. Merci beaucoup. Merci Igor. Il est de mieux en mieux. Les mauvaises langues diraient de moins en moins mauvais, mais il est de mieux en mieux. Mesdames, il ne reste plus beaucoup de temps. J'ai encore deux choses importantes que je voudrais faire. D'abord, Axel, vous allez rester en troisième partie, c'est évident. On va recevoir Charles Didichem. Ça va être un moment assez émouvant. Coralie, moi j'incite les gens, si Yann Yambon le 22 décembre réouvre les salles, vous réouvrez, vous avez, tout le monde a annulé, c'est foutu ou pas? Non, nous on a, c'est toujours tellement au jour le jour qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire avec nos spectacles en janvier. Donc ces gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils créent. La première chose que je ferais, c'est de ne pas attendre le 22 parce que c'est catastrophique. Lui, il va peut-être manger sa dinde, mais pas nous. Non, exactement. On va être en train de reporter des spectacles. Donc le plus vite sera le mieux parce que c'est impossible de planifier quoi que ce soit. Pourtant, Yann Yambon est un des rares politiciens qui a travaillé dans la vraie vie parce qu'il était chez Mastercard pendant 20 ans. Donc il a quand même une notion de ce que c'est. C'est vraiment étonnant. J'ai parlé avec lui l'année passée pendant 30 minutes. Je crois quand même que c'est important de dire que nos salles de spectacle sont des lieux sûrs. Mais ça, on le sait, malheureusement. Tout le monde le sait, à part eux. Tout le monde le sait et il y a une vraie volonté de la part du public de venir au spectacle. Sinon, il n'y aurait pas eu 250 000 personnes qui sont venues en connaissance de cause soutenir leurs artistes. Et je vais terminer sur Forêt Nationale pour rendre un hommage à mon ami Jean, le grand Jojo, qu'on a enterré ce mercredi. Il a rempli Forêt Nationale. J'y étais. La plus grande farandole de l'histoire. Je sais, j'y étais. J'étais dans cette farandole. Son enterrement était fantastique parce que oser chanter « Allez, allez, alléluia, alléluia », fallait le faire quand même. Ça redonne envie d'aller à l'église. Ce type était un grand monsieur, c'était un ami depuis 25 ans. Et je crois que tout le monde a en tête une chanson du grand Jojo. C'est quoi votre chanson préférée du grand Jojo? Moi, allez. Moi, c'est Patrouille de nuit, évidemment, et mille autres. En tout cas, on lui rend hommage ce soir. Et entre parenthèses, la Forêt Nationale qu'on adore. Coralie, bonne chance. Espérons que tout ça va mieux se terminer. Axel, vous restez avec moi et Igor. On se voit en 2022 parce que j'adore collaborer avec vous, Igor. Moi aussi. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, à tout de suite dans la troisième partie du John Late Show. Right. Rebonsoir, on est toujours dans le John Late Show, on est toujours avec Axel Red, plus souriante que jamais, c'est un vrai bonheur. Et nous a rejoint Charles Didichem, parce que j'ai appris à prononcer Didichem comme il faut. Presque comme ça. Charles, bonsoir, merci d'être là. Tu vas nous parler de ton livre Const, qui est en fait Constantin, qui est ton frère, qui est décédé dans une avalanche. J'ai évidemment la chair de poule en racontant l'histoire. Et ce qui a très fort marqué dans ce bouquin, c'est que tu l'as écrit parce qu'en fait, à un moment, tu es devenu plus vieux que ton grand frère. Alors, on va aller droit au but. On t'émènera de manière un peu plus festive. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'es pas du tout écrivain. Qu'est-ce qui t'a pris Tu avais besoin d'écrire ce livre? C'était un besoin. Quand je l'ouvre, quand on regarde les premiers passages, tu expliques que tu es à Shanghai, c'est ça? C'est ça, oui. Quand ton papa t'appelle pour t'apprendre cette nouvelle, que tu démolis toute la chambre, telle une rockstar en tournée dans les années 80 à Los Angeles, tu casses tout de rage. Tu avais besoin d'écrire ce bouquin? Oui, j'en avais vraiment besoin. Donc, comme tu dis, j'étais à Shanghai, dans la banlieue, donc Suzhou, en Chine, quand je me suis réveillé et que mon père m'a appelé pour m'expliquer que mon frère était décédé donc, dans une avalanche. Et donc là, comme tu le dis, je suis devenu fou. Je l'explique un petit peu dans mon bouquin. Oui, c'est clair. Cette chambre d'hôtel a pu être retournée de fond en comble.
Et puis j'ai dû être rapatrié, d'abord en Italie, parce qu'en fait il est décédé dans une avalanche. Oui. Donc j'ai été rapatrié, donc pas rapatrié, mais amené en Italie. Donc tu es à 12 ou 15 heures de vol de Bruxelles, Ouais, tout seul, avec- sans famille, tu as perdu ton frère Ouais. et tu dois trouver des tickets d'avion et faire aéroport sur aéroport. C'était assez pénible, heureusement on s'est occupé de moi. Moi j'étais capable de rien faire et c'était pas 12 heures, c'était plutôt 40 heures de voyage parce qu'il y avait des escales évidemment, puisqu'on fait ça dans la précipitation. Et donc en fait très vite j'ai commencé à écrire, ça a été un peu... D'accord, le bouquin a commencé déjà dans ce Exactement. trip. Exactement, mais bon, à ce moment-là, mon but n'était pas du tout d'en faire un bouquin. Mon but était juste de me contenir en fait dans ces avions où je devenais fou, où je n'arrêtais pas de pleurer et Bien entendu. et de vouloir tout C'est de la casser. thérapie. Hein. Axel, une thérapie. vous qui avez quand même parcouru le monde entier et vous avez vu des atrocités, hein, il faut le dire, dans vos rôles d'ambassadeur, c'est quand même, ça parle, enfin, que ce jeune quête, parce que pour nous c'est En un fait, quête. récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa maman. On a passé quelques jours, on était invités chez des amis. dont- J'ignorais totalement, mais le Ah monde oui, est petit. oui, oui, Bienvenue en Belgique, les on est amis. voisins. Et donc, en fait, ta maman m'a beaucoup parlé de ton frère. Et donc, c'est pour ça que je suis encore... D'ailleurs, on a commandé le livre. Commandez-le. Elle l'a mis dans la boîte aux lettres. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais le lire. Je connais l'arbre. Je me promène tous les jours. L'arbre où il y a des cendres de ton frère. Donc... C'est pas parce qu'on a vu de la misère dans le monde entier qu'une histoire à côté. On le fasse trouve moins- où, moins ce souvent livre un d'effet. Alors, Charles. il a été publié par Filigrane, en fait, par marque belge. Ouais. Donc, il est chez Filigrane, dans toutes les filigranes, à Knock, au Filigrane Corner, à XL, et sinon... C'est avec ma les filleule, moi c'est ma filleule, ma petite Rose Bisseret qui me l'a donné, elle me l'a dit, elle a 14 ans, je l'ai lu en une soirée, Ouais. c'est très poignant. Mais donc, avant de parler de sujets un peu plus, on va dire, gezellig, comme on dit, hein, en Flandre, quand tu t'es dit, je vais vraiment écrire ce bouquin et surtout le publier, c'est Alors pas ça, facile. C'est beaucoup plus récent. Donc, comme je te dis, moi, j'ai commencé à écrire très vite, dès le premier jour où j'ai appris qu'il était décédé, donc il y a 4 ans et demi. Je pensais absolument pas faire lire ça d'abord à qui que ce soit. Puis j'ai commencé tout doucement à le partager avec ma famille. Et avec qui mes a lu proches. en premier? Mes parents et mes 2 sœurs. D'accord. Donc vraiment les familles très proches. Parce qu'ils me demandaient comment est-ce que je vivais en fait, le départ de mon frère, mon aîné de seulement 2 ans de plus. Et j'avais un peu du mal à en parler oralement encore aujourd'hui. Et donc justement leur transmettre un peu toutes ces notes et tout ce que j'avais écrit par rapport à Const, par rapport à tout ce que je vivais, à toutes les étapes de deuil par lesquelles je passais. Ça m'a permis en fait de partager avec eux. Donc c'est eux les premiers à l'avoir lu et puis c'est comme ça qu'on a Tu pu en as déjà échanger. vendu 500, hein. Je rappelle quand même qu'il y a déjà 500 exemplaires qui ont été vendus. Tu vas rentrer dans le top 30. Et quand tu commences par un top 30, on sait comment ça termine. Et franchement, crois-moi, ça vaut la peine. Charles, tu as quel âge? 27 là. 27 ans. 27 ans. Quand tu vois ce qu'on vit aujourd'hui depuis 2 ans, ta génération, Constantin, ton frère, il serait furieux aujourd'hui. Il serait furieux, ouais. Il aurait sorti un documentaire pour fustiger cette gestion catastrophique. Qu'est-ce que tu penses, toi? Parle au nom de ton frère. Vas-y, faisons. Comme si Constantin était là ce soir, qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui, après ces 20 mois de gestion catastrophique? Je pense que si Constantin était encore sur la planète aujourd'hui, il serait pas ici, il serait probablement devant chez un politicien en train de faire une manif ou quelque chose comme ça. Bien parce que entendu. Il aurait absolument pas pu vivre une situation pareille, ou alors il l'aurait interprété ou redirigé d'une certaine manière. Je suis ravi d'ailleurs d'être invité dans la 3e partie, de pas avoir discuté du Covid et tout ça, parce que c'est clair, comme tu le dis, notre génération en prend un sacré coup. Et puis la culture, comme vous en avez parlé en début d'émission, est essentielle pour nous. On est fan de musique, j'en parle énormément dans mon livre. Ouais. On est fan de cinéma, Constantin était justement réalisateur. C'est une passion qu'on a partagée longuement. Et justement, ne pas pouvoir créer, produire facilement. Il y a un passage dans ton bouquin, parce que ça c'est Ouais. très important pour les jeunes, parce que les WhatsApp et tout ça, Axel, c'est très sympa, mais il ne reste rien de ça. C'est amusant de l'avoir mis. Peux-tu fermer ta porte, s'il te plaît, pour que Cécile n'ait pas trop de bruit? Il te répond, je ferai ce que tu veux le jour où tu sauras faire la différence entre du bruit et Radiohead. Peux-tu fermer ta porte pour que Cécile n'ait pas trop de Radiohead? Ok, mais là j'écoute du Flabler. Ouais, C'est génial de garder des moments pareils. Il faut garder ça. Vous devez imprimer. Nous, on avait des lettres, des cartes postales. Et finalement, vrai. c'est bien d'avoir fait ce bouquin. Je te félicite. Axel, cette jeune génération
Bon, déjà que nous, on n'en peut plus. Et pour eux, c'était un vrai cauchemar. De ne pas pouvoir aller à des concerts, des festivals. C'est la guerre, en fait. C'est leur guerre. Oui, mais c'est une guerre de bourgeois, parce que c'est une guerre devant Netflix, malheureusement. Cette génération n'est pas vraiment dans la rue, parce qu'ils ont tout. Ils ont Uber Eats, Netflix, le chauffage, et voilà. Est-ce que vous allez un jour vous révolter véritablement? Tu dis, on a toutes ces possibilités. Moi, justement... Il n'y a personne dans la rue, à un moment. J'en suis triste. Mais justement, oui, j'en suis triste, justement, qu'on ait à vivre avec des Uber Eats, avec des Netflix et autres. Et en effet, parfois, je suis un peu indigné du fait qu'on ne soit pas plus révolté ou pas plus en train de manifester. Je pense qu'en 68, on serait déjà en train de lancer des pavés. J'ai reçu, je suis désolé, parce qu'il reste très peu de temps. C'est comme si ça dure trop... En fait, ça dure trop longtemps, donc... Il n'y a pas un moment où on se dit tiens maintenant on est tous fâchés parce que ça fait trop long. Au départ on n'était pas fâchés parce qu'on était solidaires et donc c'est ça qui à mon avis qui est difficile pour vous avez tout à fait raison. Il y a eu ce début très solidaire, on s'est dit tous ensemble on va vaincre ça, mais on avait oublié que nous étions d'excellents soldats mais qu'on avait de très mauvais généraux. Moi par exemple j'ai fait un petit mot sur LinkedIn il y a 2 semaines en disant nous ne sommes pas en lockdown, à la manière de Macron qui dit nous sommes en guerre mais qui ne fait rien pour agir comme si c'était en guerre. Nous ne sommes pas en lockdown. La culture est bafouée. Mais néanmoins, les organisateurs de Art Brussels, qui n'a plus eu lieu depuis 2019, organisent Art Antwerp du 16 au 19 décembre. Vous allez sur le www.art-antwerp.be et vous pouvez acheter des places et aller visiter. Enfin, maintenant, en plein Covid, toutes les règles sont respectées. Allez soutenir Art Antwerp, car on doit tous se bouger et soutenir la culture. Axel, c'est un grand honneur de l'avoir reçue, mais j'aurais vraiment préféré pour elle qu'elle ne se tape pas le John Late Show et qu'elle soit sur la scène du Trocadéro. C'est venu l'autre jour. Hein. Ben, bien entendu, j'espère bien. Mais en tout cas, merci d'être venu. J'espère qu'on va vous écouter. J'espère que les politiciens vont réagir et que vous serez très bientôt sur scène, parce que vous êtes très sympa en vrai, mais vous êtes encore plus fantastique sur scène. Merci. Charles, ça me fait vraiment plaisir je vais tutoyer, parce que de t'avoir reçu, on va pas arrêter de faire semblant. Merci. On aimait Constantin, c'est un type formidable, tu l'es aussi, toute ta famille est formidable. Ce bouquin, 500 exemplaires, il va continuer à se vendre. Plus maintenant. Plus déjà. Depuis qu'il est chez Filigrane, oui. Voilà. Mais c'est beau parce que tout le monde peut se reconnaître, parce qu'on peut tous à un moment donné perdre un frère. C'est ça que j'entends beaucoup dans les retours que je reçois pour l'instant. Tu fais du bien aux gens et j'espère que tu te fais beaucoup de bien à toi et à ta famille. Bonne continuation, mesdames et messieurs. C'était une joie d'entamer cette première partie de saison avec vous. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2022 pour le John Late Show. Je n'ai pas encore la date du vendredi, mais ce sera incessamment sous peu sur antenne. Passez d'excellentes fêtes de Noël, d'excellents faites de fin d'année, faites tout ce que vous pouvez en respectant les règles sanitaires ou pas pour vous amuser. Voyez vos familles, la vie est courte à 2022. Je vous embrasse. Seul sur une terrasse à l'eau, je bois mon café. 5 heures du matin déjà, et je me sens barbouillée. M'en voulez pas si je me rends fragile.